D'une part, effectivement, comme vous le disiez à la fin, les questions liées à la robotique, et par ailleurs très liées à l'intelligence artificielle, sont en train de prendre, du point de vue philosophique, social, même en termes de sciences comportementales, une ampleur absolument considérable, parce qu'on est arrivé à un niveau d'avancée dans ces techniques que ça remet quand même assez largement en question le rôle de l'homme, le rôle de la machine, comme à la limite les meilleurs films de science-fiction ne l'ont jamais fait dans le passé. Et aujourd'hui, la réalité technique a très largement dépassé ce que les auteurs de science-fiction avaient pu imaginer. Donc je pense qu'on aura beaucoup d'autres débats, pas du tout sur les partenariats, mais sur ce thème général, parce que c'est un thème passionnant et qui ouvre des champs de réflexion pluridisciplinaires majeurs. Un autre point que je voulais faire d'une manière générale par rapport à vos deux interventions, qui est un point qui nous est cher dans le cadre d'ISIS, parce que vous savez que nous avons changé d'appellation, nous appelions Institute for Service Innovation and Strategy, maintenant c'est Strategic Innovation and Services, mais il y a toujours service. Quand on regarde aujourd'hui les premiers budgets de R&D dans le monde, en cumulé d'entreprises privées, on a des gens comme Microsoft et Google qui ne sont évidemment pas des industriels. Et d'une manière générale, on voit que l'économie de service génère un besoin de R&D, des besoins de partenariat et autres, qui ne sont plus liés aux industriels. Et j'ai l'impression que beaucoup dans le langage, en tout cas en France, on est toujours entre l'industrie et autres, alors que l'essentiel de l'activité est quand même généré par des activités de service. Et puis quand on pense à des gens comme Apple, par exemple, ce n'est pas un industriel à proprement parler. Apple encadre des industriels chinois, mais eux ne sont pas industriels en tant que tels. Des gens comme Ikea sont connus dans le monde entier, etc. Ikea n'est pas un industriel, bien évidemment. Donc il y a énormément d'activités économiques aujourd'hui qui nécessitent l'existence de produits industriels, mais dont le moteur se fait au travers d'activités au sens large de services, de production d'expérience, de production de connaissances, etc., qui, à proprement parler, ne sont pas des activités industrielles. Moi, je suis toujours un peu inquiet de voir ce raisonnement très 19e siècle autour de l'industrie, avec en plus quelque chose que les politiques semblent oublier, c'est que l'activité industrielle n'est tellement plus porteur d'emploi. Ne nous leurrons pas là-dessus. L'activité agricole est essentielle pour nos sociétés. Que ferait-on sans l'agriculture ? Enfin, c'est selon les pays entre 1 et 3% de l'emploi. On ne peut pas se passer d'agriculture. L'industriel est évidemment parti pour suivre le même chemin. La montée de la productivité, les systèmes que l'on met en place sont tels que, bien évidemment, l'industrie est absolument majeure. Mais n'espérons pas qu'il y ait là beaucoup de création d'emplois. L'emploi, elle est dans l'environnement. Elle est dans ce qui se passe avant, après, autour. Effectivement, pour concevoir des robots, il faut des gens dans des sociétés de services intelligentes qui conçoivent des robots, cette activité de service, pour que quelque part des robots ensuite produisent de manière industrielle sans qu'on ait besoin d'emploi. Et il est bon que les politiques, j'en profite parce que je sais que vous avez sortent un peu de ce raisonnement très 19e siècle de l'usine où des gens rentrent en file indienne pour dire c'est plus ça l'industrie, ça fait longtemps que c'est plus ça et il est important de l'avoir en tête. Voilà, c'était juste une petite parenthèse entre deux. Oui. Vous vouliez poser une question, allez-y. Bonjour, Cyril Sec, je suis consultant en management. Ma question s'adresse à monsieur Tessier, il me semble, c'est ça ? Oui. J'ai côtoyé les PPP en travaillant chez un industriel français leader sur ces marchés, les infrastructures, etc. Ma question, oui, bien sûr. Ma question est extrêmement simple. Vous avez très bien listé les avantages des PPP. Vous avez choisi avec discernement vos exemples pour les présenter sous leurs meilleurs atours. Je m'étonne que vous n'ayez pas parlé de la possibilité d'externaliser sa dette, qui a été le principal facteur, moi c'est ce que j'ai vu chez mes clients, qui a conduit les collectivités à préférer les loyers à de la dette. Voilà. Aujourd'hui, il me semble Excellente question. Je vais devoir vous passer en même temps pour que vous passiez la deuxième question. Et on va prendre une troisième question et on va répondre par lot de 3 questions à la fois. De manière à ce que... Ah ben non. Deuxième question, c'était à Marc, c'était à vous. Vous avez parlé de l'Afrique, de la France. Qu'est-ce qui se passe anciennement Europe de l'Est par rapport à PPP ? D'accord. Est-ce qu'il y a une troisième question tout de suite prête pour qu'on en prenne 3 en cascade ? Oui, voilà. Plus, ça laisse à nos amis le temps de se préparer pour les questions. C'était au sujet des PPP, j'ai cru comprendre que les PME n'y avaient pas facilement accès. Les politiques demandent de plus en plus à ce qu'on construise l'innovation avec les PME. Donc, quelles sont les orientations que les grands PPP pourraient prendre pour que les PME ne soient pas forcément les plus lésées ? Merci. La première, j'en ai pas parlé parce que c'est une fausse bonne excuse d'en faire. Donc, au départ, on a fait du PPP pour externaliser la dette. Aujourd'hui, c'est plus le cas.
c'est intégré, et ceux qui le croient encore se trompent, et le budget de l'État le rappellera, pour la part investissement, puisqu'on a deux dans le loyer chose, l'investissement et le fonctionnement. Donc c'était une fausse bonne idée. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles, au départ, Valérie Pécresse a voulu faire beaucoup d'universités d'un coup, mais aujourd'hui, c'est oublié. Donc ce n'est pas une bonne raison pour en faire, et je considère qu'il y a plein d'autres bonnes raisons aujourd'hui que j'ai essayé d'expliquer pour en faire. Sur les pays de l'Est, vous avez raison, monsieur, il y a de fortes opportunités. J'ai une collaboratrice qui est aujourd'hui en Pologne, qui s'intéresse énormément au PPP. Ils sont en train de découvrir qu'on peut faire payer les parkings, payer les autoroutes. Il faut trouver du financement pour les infrastructures. Il faut trouver les lois qui accompagnent ces financements. On était parti en Roumanie il y a 2 ans. Et la loi, malheureusement, n'était pas adaptée à la loi européenne. Pour être très clair, il y avait 1 milliard qui était posé sur une étagère à la BEI dont ils n'ont pas pu bénéficier parce que leur loi n'était pas conforme à la loi européenne. Donc on revient au droit. Il faut trouver les outils juridiques pour bouger. Sur les autres, la dernière question, peut-être plus sur les PME plus généralistes. Donc pour impliquer les PME dans les cadres et plus impliquer dans les PPP, il y a le programme d'investissement d'avenir propose des appels à projets. Donc c'est vrai que la grande difficulté, on n'en a pas parlé, c'est que ces appels à projets sont très fermés. C'est qu'il y a des organismes de recherche, dont le CEA, vont faire appel à de nombreuses parties, des industriels, mais les PME viennent en annexe. Et on essaie de rechercher des PME, mais c'est vrai que les interlocuteurs, les moyens de lier les organismes de recherche, les porteurs de projets à ces PME, il y a un véritable déficit. Alors peut-être créer une plateforme permettant aux PME d'avoir accès à ces personnes, peut-être, je ne sais pas, c'est vraiment un mécanisme qui serait à monter. Je passe suite la parole à un jeu de 3 nouvelles questions. Vous proposiez... C'est une question, c'est un complément ou peut-être une réponse par rapport à ce qui vient d'être dit. Il y a aussi toute la dynamique des pôles de compétitivité aujourd'hui qui crée des liens entre les entités de recherche et les PME, enfin, qui ont vocation à vraiment essayer de dynamiser des écosystèmes qui mettent en relation les entités de recherche et les grandes entreprises et PME. Alors, une question concernant la propriété intellectuelle, qui est un facteur de compétitivité entre les entreprises. Les PME sont très soucieuses de garder leur avance technologique face aux grosses sociétés. Et dans le cadre européen qui vise une communauté d'intérêt et parce qu'il y a un financement généralement à la clé, tente à s'approprier cette partie innovative des PME, ETI, ce qui pose souvent des problèmes en cours de négociation. Enfin, pour être juriste, je le vis au jour le jour. Et l'autre question, qui n'est pas une question, vous proposiez des références sur un agenda électronique, un agenda stratégique. Si vous pouviez nous communiquer les références, ce serait bien. Le document clé dont vous nous parliez tout à l'heure. Bien, la 3e question, et ensuite on répond de nouveau en batterie. Oui, c'est juste sur la partie robotique. Effectivement, il faut impliquer les PME et ensuite les aider à vivre ensuite. Et par exemple, dans la partie robotique, je suis très surpris de la conclusion de la société Aldebaran, qui effectivement maintenant est passée sous l'égide japonaise. Et donc, alors que c'était un fleuron je veux dire, c'est vraiment la France qui a effectivement sorti les robots, le robot Nao, qui est quand même celui qui est le plus représentatif. Et aujourd'hui, malheureusement, il a fallu qu'il passe au niveau de japonais, quoi. Enfin, bon, voilà. L'agenda de recherche stratégique, il est disponible, il est public. Je vous donnerai les références. Enfin, elles sont dans les présentations. Il n'y a pas de problème. On peut même participer à son élaboration dans une certaine mesure. Pour les PME, effectivement, c'est les actions européennes sont un peu compliquées pour les PME parce que souvent, en robotique en tout cas, le centre de gravité de la robotique européenne, c'est l'Allemagne. Les Allemands sont très 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 actifs dans ce domaine-là. En revanche, en France, je veux dire, l'activité est plus que modérée. Alors, il y a des raisons que je ne parviens pas à comprendre dans cette espèce de quasi désintérêt des Français pour ces actions. Il y a certainement un facteur qui est lié à l'éloignement, dans la mesure où beaucoup de réunions d'information, beaucoup de réunions de travail sont organisées dans des pays européens, et les PME n'ont pas forcément les moyens de participer à ces réunions, Francfort
Voilà. Donc ça, nous, ce que l'on propose au CEA, c'est surtout d'être une sorte d'interface pour les PME, pour leur permettre d'obtenir de l'information à minima, voire d'être parfois un porte-parole de leurs idées et essayer de faire en sorte que cette parole soit prise en compte dans l'élaboration des agendas de recherche stratégique et des roadmaps. Mais actuellement, je veux dire qu'il y a vraiment une très très faible... Dans l'association EU-Robotics, il y a actuellement 9, pour vous donner une idée, il y a donc un peu plus de 100 organisations, 120 peut-être. Sur les 120 organisations, il y a 9 organisations françaises uniquement, dont 4 ou 5 industries. Et donc les industries, c'est Aldébaran, qui est pas forcément... c'est vrai que c'est une... Bon, voilà, les Japonais ont investi dans le capital d'Aldébaran, mais il y a d'autres sociétés qui sont plus, je dirais, qui ont un potentiel peut-être plus large, qui ne s'impliquent pas dans ce développement. Ça, c'est très dommage. D'autres réactions sur les PME, Peut-être sur les PME et la commande publique, notamment, on est un pays difficile là-dessus. Quand j'ai vu à deux occasions des PME se regrouper, l'une pour un PPP lourd qui était pour le ministère de l'Équipement, les centres d'équipement régionaux, toutes les PME régionales se sont regroupées à 6 pour se mettre sous une entité. Et l'État leur a dit oui, mais l'entité c'est une boîte d'ingénierie, les ingénieurs ils n'ont pas le droit de répondre à l'appel d'offres. On n'est pas dans un pays pas simple. Et ces jours-ci, 14 PME de l'industrie textile se sont regroupées pour répondre à l'externalisation des armées. Ce qui était quand même extrêmement malin, mais elles se sont regroupées derrière un parapluie de quelqu'un qui est capable de se mettre en face de l'État, qui est Inéo Suez, pour dialoguer au niveau. Et finalement, ils vont préférer de la régie intéressée, ce qui risque finalement de faire des appels d'offres pour acheter partout ailleurs qu'en France. Je voulais également faire une autre remarque sur les PME et sur les partenariats public-privé dans le cadre de la recherche. Quand on crée par exemple une structure auxquelles des PME participent, la principale difficulté dont je n'ai pas eu le temps de parler, c'est que ces structures prennent du temps à mettre en place. C'est 2 ans. Sauf qu'une start-up ne peut pas attendre 2 ans. Ouais. Et si elle attend 2 ans, il est possible qu'elle ait déposé le bilan au bout de 2 ans. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on voit très peu de PME qui participent ou commencent à participer et au fur et à mesure du projet décident non, je n'ai pas envie de consacrer du temps à ce partenariat, puisque pour moi, financièrement, ce n'est pas tenable. Je crois que vous mettez l'accent sur un des points centraux de difficulté, c'est que la relation au temps chez les PME n'est pas la même que la relation au temps dans les grands groupes et encore moins, effectivement, dans les grandes organisations publiques. Et quand on parle du temps, c'est à la fois le temps qui passe et le temps consommé. Il y a peu de temps disponible, donc il n'est pas question d'avoir la même représentation qu'une grande entreprise. Et comme vous le disiez très justement, le temps qui passe a un poids considérable et un mois, ça peut changer complètement la vie d'une PME, peut-être même une semaine. Et ça, c'est vrai qu'en face, on peut avoir des organisations qui ne savent pas comment intégrer cette relation au temps qui est celle des PME et qui attendent au contraire des PME qu'elles intègrent la relation au temps de leur propre façon de fonctionner. Ça, c'est pas évident. Bonjour, Claire Jolibois, Univers Sud Paris. Pour les PME, je me permets une petite remarque. Effectivement, il y a des problèmes de participation des PME dans les projets européens. À noter, il y a un appel dans le cadre du grand emprunt. Il y a un des derniers appels qui est pour créer des filières en France. En fait, manager, faire en sorte que des filières industrielles se créent en France, avec des grands groupes, des PMI, PME, etc. Donc il y a peut-être, au niveau de la robotique, à répondre à cet appel. Un deuxième point pour les PME dans les projets européens, c'est qu'on a des difficultés entre la législation française et la législation européenne, des points qui peuvent parfois ne pas avoir été réglés depuis une vingtaine d'années. Il serait peut-être temps de les régler, ce qui fait que ça apporte une insécurité juridique forte et les PMI, PME ne peuvent pas se permettre de prendre les risques financiers associés à ces problèmes de législation qui sont là des problèmes internes et non pas des problèmes de l'Union européenne. Un deuxième aspect, quels sont les critères pour devenir membre de EU Robotics, sachant que on a un aspect droit de la concurrence qui se pose sur ces questions-là. Est-ce que c'est libre sous réserve de payer les montants, auquel cas à ce moment-là vous n'avez pas une communauté spécifique robotique, ou alors est-ce que c'est fermé?
Enfin, quel est le système qui a été mis en place, du type les brevets de référence dans les patent pools, type MPEG-LA? Deuxième question. Alexandra Domar, bonjour. Ma question pour Christophe, parce qu'il est dans un projet concret, et puis je suppose pour Marc, pour la pédagogie. Combien de temps vous passez pour vous mettre d'accord sur votre vocabulaire commun? Oui. Bon, en fait, en tout cas, nous, on essaie d'avancer, parce qu'on reçoit des directives de la part de la Commission pour... donc, à la limite, on nous dit PPP, c'est comme ça. Bon, on va travailler avec. Et puis, bon, quelquefois, on a des surprises, on a des inflexions, des choses qui changent, mais c'est pas dramatique. On est assez souple dans ce contexte-là. Sinon, pour ce qui est de l'adhésion à Eurobotics, alors Eurobotics actuellement, c'est vrai qu'on se cherche peut-être un petit peu dans la mesure où il y a une volonté d'être ouvert à tout le monde. On ne gère pas actuellement de base de données brevets. Hein. Il n'y a pas ça. C'est Eurobotics. Non. Oui. A priori, ça devrait être. On chercherait. Enfin, il y a une attitude un peu schizophrène, mais pour laquelle j'ai pas de réponse actuellement, dans la mesure où les gros industriels de la robotique européens, en fait, c'est des tout petits industriels en général. Donc, en fait, ils craignent un petit peu l'arrivée de véritables gros industriels comme les industriels de l'automobile, PSA ou autres. KUKA, qui est le plus gros industriel de la robotique européenne, c'est 2000 personnes, KUKA Labs. Donc, par rapport à PSA, Renault, Daimler. Donc, ils veulent attirer des gens dans le giron de ce Eurobotics, mais en même temps, ils ont cette attitude. Ils veulent pas que ce soit les spécialistes de l'automobile qui qui pilotent toute la recherche en robotique, parce que naturellement, Renault, PSA, Daimler, ils vont plutôt pousser les actions sur le transport autonome, sur la voiture autonome, sur ce genre de choses. Ça constitue pas l'essentiel de la robotique. Voilà. Donc actuellement, c'est un peu fou. Officiellement, c'est ouvert. Il faut payer la cotisation. Et puis après, on a accès aux informations. On peut participer aux actions d'élaboration des agendas de recherche stratégique. Nous, on a essayé de stimuler PSA pour entrer. Ils ne sont pas non plus, en tant que développeurs de robotique, ils se sentent pas non plus complètement attachés à ce PPP. Ils sont plutôt proches du PPP Green Car, qui est sur la voiture verte. Voilà. Puis je me souviens plus de la question. Il y avait une question humoristique sur la terminologie, qui derrière n'est. Mais pour se mettre d'accord. Ouais, c'est pas si. Ouais. Au sein, pour définir la stratégie au sein des 120 membres, combien de temps vous devez faire? Au sein des 120 membres. Comment est-ce qu'on fait au sein des 120 membres? En fait, il y a une vision. Il n'y a pas de rivalité, parce qu'en fait, on met toutes les choses à plat. Donc il y a des gens qui sont spécialistes de la robotique pour la santé, la robotique médicale, la robotique d'assistance, de la robotique du coworking, de ce qu'on veut, l'agriculture. Donc tout le monde dit moi voilà, j'aimerais bien qu'on fasse ça. On met tout à plat. Ensuite ça fait un gros paquet. C'est cette fameux agenda de recherche stratégique. On dit voilà les verrous, les défis technologiques, les points à lever. Et puis ensuite on définit des roadmaps. Et alors là où il y a un véritable, où ça commence à être un peu la Ford en point, c'est quand on définit les calls, les appels à proposition pour les financements. Donc là, il y a forcément un filtrage. On n'a pas la pratique parce que voilà, on est au tout début du... de toute façon, d'après ce que j'ai pu comprendre et de l'expérience qui a pu être que je connais du PPP Factory of the Future, c'est la commission qui en dernier lieu dit je tranche. Voilà. Si vous m'autorisez une petite réflexion pour rebondir sur ce que disait Bernard Meunier une minute en disant tiens, pourquoi est-ce que tel groupe risque de passer sous un contrôle d'entreprises asiatiques et autres. Et je pense que ça pose un problème plus général d'observation de l'innovation en général. C'est que, moi je suis responsable du développement en Asie-Pacifique, on est implanté à Singapour, on a un bureau à Pékin, Mumbai et Tokyo, je voyage beaucoup en Asie et je vois l'image que les industriels asiatiques peuvent avoir de la France. C'est qu'on n'est vraiment pas innovant. Mais qu'est-ce qu'on est créatif et inventif? C'est-à-dire qu'ils nous disent en substance, pour trouver des idées nouvelles, la France est géniale. Pour innover, c'est nul. C'est-à-dire le fait de créer de la valeur économique, de faire du fric avec l'invention, ça rame. Alors que nous, on sait très bien faire.
Donc, par contre, on n'est pas très bon à inventer, mais on est bon à innover. Et il faut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de tentatives de groupes d'Asie en général, Corée du Sud, Chine, bien sûr, petits pays mais très riches comme Singapour, qui viennent de plus en plus observer, et le cas échéant, s'ils le peuvent, prendre le contrôle en France, mais plus généralement en Europe, d'entreprises dont elles sentent qu'elles ne sont pas capables d'innover, mais encore capables d'inventer. Et je pense qu'il est important, notamment, que les pouvoirs publics et autres fassent bien la distinction et travaillent bien sur l'articulation entre l'invention et l'innovation, sans se tromper. La Finlande a compris ça il y a très longtemps, lors de l'effondrement du bloc soviétique, en créant à l'époque concrètement 2 agences gouvernementales complètement différentes. Une agence, TEKES, d'aide à la stimulation de la recherche et développement, et une agence, Sintra, concentrée sur l'innovation, en disant que ce sont bien 2 métiers différents, et donc il nous faut 2 agences différentes. On ne peut pas à la fois stimuler la recherche et stimuler l'innovation, ce n'est pas la même chose. J'ai souvent l'impression en France qu'on continue avec des amalgames, en disant quand on a de la recherche, on a de l'innovation, ce qui n'est pas vrai, et quand on a de l'innovation, c'est des crédits de recherche, ce qui n'est pas vrai. Et il y a un gros travail à faire dans lequel des organisations comme le CEA sont majeures, comme acteurs, parce que vous êtes à l'interface, à l'articulation. Non, même pas la recherche. Non. L'innovation, ce n'est pas la recherche, c'est l'exploitation de la recherche, même appliquée. La recherche appliquée, ce n'est pas d'innovation. L'innovation, c'est quand on en fait quelque chose. C'est plutôt l'entreprise qui est différente. C'est que nous, justement, on est plus sur la recherche fondamentale. Oui, par nature. De l'appliquer, quand on monte vraiment une structure, les chefs de projet, mais j'ai vu d'autres chefs de projet venir avec un projet de société. Ils disaient, mais il est où votre business plan? Dans l'innovation, c'est créer de la valeur économique, donc il faut un modèle économique, ça c'est clair. Il faut un modèle économique. Assez d'accord avec madame, je travaille sur un autre dossier agricole. Il y a un monde qui sépare la recherche fondamentale de la recherche appliquée. Ah oui, dans le monde agricole. Or, la recherche appliquée, en théorie, c'est l'innovation pour trouver les produits qui vont être réellement appliqués. Non. L'innovation, c'est de les trouver. C'est pas d'essayer de les trouver. Mais derrière, il faut les mettre en œuvre. Il faut faire de l'argent avec. C'est ça l'innovation. Et la recherche appliquée, en théorie, elle est censée faire ce job. Bien sûr, elle est censée préparer. Et aujourd'hui, nous, on essaye de mailler la recherche appliquée avec la recherche fondamentale. C'est 2 mondes qui ne se parlent pas. Que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans l'agriculture. Et c'est difficile. Mais si on prend TEKES et Sintra, TEKES, c'est aider jusqu'à la formalisation du produit. Sintra, agence de l'innovation, c'est quand le produit existe. Alors, je ne dis pas que l'innovation se limite à ça, ça serait limité. Mais dans leur approche, qui était faite il y a bien longtemps en Finlande, c'est bien, à partir du moment où il est tiré par le marché, notamment tiré par la logique des services, etc., comment on crée de la valeur économique, à partir de tout ce qui peut être disponible dans l'univers de la recherche, dans l'univers industriel, etc. Que ça soit au niveau fondamental, que ça soit appliqué. Mais en tout cas, c'est bien comment on produit de la valeur économique, qui est une autre préoccupation. Et en France, on assimile, cette distinction n'est pas claire, ça reste quelque chose d'ambigu. Et on a intérêt à radicaliser plutôt le positionnement pour forcer un peu les choses. Ce que je fais de manière un peu provocante dans le discours, non mais pour essayer justement, en provoquant un peu des réactions, de bien montrer qu'il y a une articulation là qui est vertueuse et que l'on a absolument besoin de travailler beaucoup plus. Sinon, on va avoir la multiplication de prises de contrôle par des groupes étrangers puissants, et ils viennent d'Asie, de structures innovantes qui sont censées constituer l'avenir économique de pays comme la France et d'une manière générale de l'Europe. Et c'est au moment où elles vont se développer, elles risquent d'être prises par des groupes qui y verront un intérêt, parce qu'en France ou ailleurs en Europe, il n'y aura pas les moyens. La technologie d'Airbus, on l'a transférée en Chine. Vous avez tout à fait raison. En tout cas, je pense que dans le cadre du PPP robotique, c'est un petit peu le moment justement de proposer des idées concernant le développement, enfin la facilitation de ces démarches innovation, de promouvoir, parce que c'est des idées qui sont pas du tout, qui commencent à entrer dans le monde de la recherche, mais qui sont pas du tout évidentes pour beaucoup de monde. Hein. Au CEA, on est assez sensibilisé à ça. On est des laboratoires d'innovation à Grenoble et à Saclay pour faciliter le transfert technologique et la maturation des recherches que l'on peut effectuer. Dans le PPP robotique et dans la recherche robotique européenne, c'est pareil, c'est quelque chose qui reste à construire, je dirais. Donc voilà, il y a des toutes les bonnes volontés sont bienvenues, voilà, et les idées, en particulier, je vous dis, là, actuellement, on est en train de faire des investigations sur les PCP. Voilà. Je vois que la salle se vide, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre ouverture et pour tout ce que nous a apporté. Merci de votre fidélité.